France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et bienvenue au club. Dernières images d'Ukraine avec le photojournaliste Guillaume Herbeau, notre premier invité, un pays qu'il connaît bien, où il revient depuis 20 ans chaque année, récompensé par le prix World Press Photo. Cette année, son 3e prix. Et le prix Niepce, le photographe de l'agence Vue, a rassemblé ses clichés dans un livre, Ukraine, terre désirée, qui paraît chez Textuel. 12h50, le book club, après l'Élysée, où il prenait des décisions, les livres, où il s'offre le temps de la réflexion. L'ancien président de la République, François Hollande, publie aujourd'hui Bouleversement chez Stock et il est notre invité à partir de 12h50. Une émission programmée par Henri Leblanc et Oriane Delacroix, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, préparée par Didier Pinault et Joseph Julien. À la réalisation, Thomas Beau avec Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Merci messieurs. Bonjour à vous, Guillaume Herbeau. Bonjour. Bonjour. Vous présentez dans ce livre 20 ans de photos ukrainiennes. L'impression qui en ressort, c'est celle d'un pays qui est toujours en guerre. Il y a des entraînements militaires, ils sont permanents, on les voit en 2014, on les revoit en 2002. Ce sont aussi dans ces photos, en 2005, des élèves masqués dans un abri atomique durant un exercice d'évacuation. C'est encore 2 jeunes filles de 17 ans, des jumelles, armées, membres d'un mouvement qui veut recréer les tribus d'Amazon, nous dites-vous. Ce sont des enfants de 7 à 18 ans qui subissent un entraînement militaire durant un camp de vacances en 2016. C'est en 2019, un jardinier en bottes, les bras chargés, non pas de carottes ni de navets, mais de munitions trouvées dans son jardin. La peur, l'attente, la colère, tout est là, à l'image. La guerre, c'est aussi ça, Guillaume Herbeau, un sentiment qui mijote, qui cuit et qui soudain entre en ébullition. Oui, la guerre, c'est tout cela. Et moi, quand j'étais jeune, je me destinais à être photographe de guerre, et puis après, j'avais oublié cette idée-là. Et la guerre est revenue à moi en 2014. Il ne faut pas oublier, en fait, que la guerre... En 2014, à Maïdan. À Maïdan, avec l'annexion de la Crimée, avec le début de la guerre dans le Donbass. Cette guerre, elle a été complètement oubliée. Elle a duré jusqu'en 2022. En janvier 2022, j'étais encore dans les tranchées et il y avait encore des tirs. Et on l'avait totalement oubliée. Et moi, je me battais, en fait, pour qu'on continue à parler de cette guerre oubliée en Europe. Et elle a surgi de nouveau d'une manière extrêmement active avec l'invasion de la Russie, enfin de l'Ukraine par la Russie. Et c'est vrai que dans ce livre, en fait, c'est assez étonnant parce que quand on travaille sur 20 ans sur un pays, parfois on ne sait pas où on va. Et c'est vrai qu'en réunissant toutes ces images, on voit au final, enfin j'ai compris au final, que l'Ukraine était en lutte depuis des années pour acquérir une réelle indépendance. Dans ce livre, tout est guerre et pourtant il n'y a quasiment aucune photo de champ de bataille. Alors, il y en a quelques-unes à la fin dans les tranchées. Quasiment aucune. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai, parce que la guerre, parfois la guerre, on peut en parler en étant dans le hors-champ de la guerre. Moi, j'ai l'impression en fait qu'on parle souvent plus de la guerre quand on parle des à-côtés que lorsqu'on est au milieu des combats et qu'on montre des explosions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les civils continuent à vivre, comment les soldats s'ennuient sur le front parfois, parce que la guerre, c'est beaucoup d'attentes et beaucoup de peur. Mais le hors-champ, c'est sur le moment, c'est quand le conflit se joue dans le temps présent. Vous, c'est le hors-champ de tout ce qui a précédé cette guerre qu'on connaît aujourd'hui, que vous avez photographiée. Ça fait 20 ans que l'Ukraine est en guerre, pour vous aussi, Guillaume Herbeau? Non, je ne crois pas que ça fait 20 ans que l'Ukraine est en guerre. Par contre, elle est en lutte. Elle est en lutte pour créer un État indépendant, démocratique. On l'a vu en 2004 avec la Révolution orange, puis Maïdan, la Révolution en 2013-2014. Moi, ce qui m'a, en fait, après 20 ans, je me rends compte qu'il y a une sorte de passation de génération en génération, donc de 20 ans, des générations qui avaient 20 ans à chaque fois, et qui se passent
le flambeau pour continuer à créer un État ouvert sur le monde et démocratique. Elle est en lutte contre la Russie, contre le grand voisin russe, mais elle est aussi en lutte à l'intérieur de ses propres frontières, entre ceux qui vivent dans la nostalgie d'un passé révolu et ceux qui se projettent vers l'avenir. Et ça, vous le montrez bien, vous le racontez bien aussi à travers vos photos. Mais on parle beaucoup en ce moment de post-colonialisme et on peut se dire que l'Empire soviétique était un empire avec des colonies et les Ukrainiens se battent pour ça. Donc c'est les mêmes luttes qu'on peut avoir aujourd'hui dans des pays en Afrique. 2002, 2022, 20 ans de photographie en Ukraine. Avec vous, Guillaume Herbault, quel changement majeur dans la vie du pays avez-vous pu constater ? Mais c'est étonnant, quand je suis arrivé en 2001, il y avait cet esprit encore post-soviétique, une ambiance réellement, moi j'avais l'impression de revenir 30 ans en arrière et d'imaginer comment pouvait être l'Empire soviétique avec le mur qui nous séparait. Et puis petit à petit, mais c'est comme des petites touches qui arrivent chaque année. Simplement, par exemple, les voitures qui commencent à changer, des jeunes qui commencent à s'habiller autrement, une modernité qui arrive, et des petits symboles comme ça qui montent. Et à la fin, on se rend compte que, au final, l'Ukraine est un pays européen. Et c'est drôle parce qu'en 2001, quand j'allais là-bas, on avait l'impression que tout mon entourage avait l'impression que je partais au bout du monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Ukraine, en fait, c'est à 3 heures de Paris en avion avant la guerre. Oui, vous ne dites pas l'Ukraine est à notre porte, vous dites l'Ukraine est un pays européen. Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment, et je le vois même en parlant avec mes amis ukrainiens, ils ont une mentalité totalement européenne et ils sont tournés vers nous. D'ailleurs, ils le prouvent en se battant contre Poutine, contre un empire totalitaire et voilà, donc ils ont les valeurs européennes. Les années 2000, c'est encore cette décennie de l'ouverture. 2010, vous l'écrivez, vous le racontez, parce que ces photos sont accompagnées enfin d'un carnet de route. Vous dites « j'ai vu le ras-le-bol monter ». Oui, étonnamment. Après la révolution orange, donc une révolution qui mettait en cause un deuxième tour qui avait été truqué et qui avait mis en place un président qui était pro-russe. Donc il y a eu cette révolution et les gens se sont battus pour faire un troisième tour qui a mis en place un président pro-européen. Cette révolution a vraiment été un ratage, avec une augmentation de la corruption. Et les gens, donc Yanukovych, qui était pro-russe, a repris le pouvoir. Et dans la rue, moi, j'ai vu clairement en fait, qu'il y avait une tension qui montait. Une corruption qui était à tous les niveaux avant, mais là, qui est devenue pyramidale. Et donc, à la mode de Poutine, l'argent arrivait à un seul homme, qui était Yanukovych. Et dans la rue, il y avait une tension énorme. Je voyais des gens qui se battaient de plus en plus. Et je sentais les choses monter. Une corruption pyramidale et endémique, 2013-2014, la révolte de la place Maïdan. Qu'est-ce que vous photographiez ? Qu'est-ce que vous choisissez de montrer ? Quelles sont les images de Maïdan? Ouais, déjà, vous retenez la violence de la répression policière. Je me souviens... Alors déjà, le premier choc en fait, visuel, c'est d'arriver dans un campement au milieu de Kiev avec des barricades. Des tenues qui paraissent du XXe siècle ou du XIXe siècle, avec la présence des Cosaques, qui étaient pro-européens et qui défendaient les barricades, et la présence policière autour, par centaines. Je me souviens des combats de rue, où on avait l'impression que c'était des combats de l'ordre de l'armée de César qui se battait contre des Gaulois. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'avait vraiment frappé, c'était la présence des jeunes qui, pour la première fois, allaient lutter et allaient être confrontés à une violence d'État. Il y a une photo là que vous êtes en train de regarder où on voit une rangée de jeunes, on voit qu'ils sont très bien habillés, leurs vêtements, ils viennent de les acheter, ils ont des tenues d'hiver, de ski. Ils les ont rembourrés avec du plastique pour se protéger. Et puis, ils ont des matraques à la main, mais qui sont des bâtons ouais, en bois qu'ils ont achetés chez Leroy Merlin. Et tout est propre. Et le soir même, il y aura 5 morts dans cette manifestation. Les pneus auront brûlé. Et tous ces jeunes seront totalement noirs de suie.
Ils ont des masques à gaz. Hein, ils ont des masques à gaz, c'était des étudiants en architecture. Et je pense qu'après, ils vont aller sur la ligne de front quand la guerre dans le Donbass va commencer. Une partie va s'engager dans des bataillons pour empêcher l'arrivée des séparatistes et des gens pro-russes. Moi, ce que je lis sur cette photo de ce qui se passe dans leur tête, c'est de la détermination. Oui, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Et d'ailleurs, depuis 2001, je vois une détermination. Mais on peut même remonter à 86, quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl. Moi, j'ai rencontré des liquidateurs qui étaient venus dans la zone interdite de Tchernobyl pour nettoyer la zone. Et ils avaient 40 ans quand je les ai rencontrés, mais ils avaient 20 ans quand ils étaient dans la zone interdite. Et ils étaient autant déterminés pour lutter. Et cette lutte, elle est ancrée dans la mentalité ukrainienne. Juste avant le début de l'émission, je vous fais parler de la contre-offensive. Je vous demandais votre avis, votre analyse de cette contre-offensive lancée par Kiev. On se rend compte que des mois après, presque une demi-année après le début de l'offensive russe en Ukraine, l'invasion, la détermination, elle est la même aujourd'hui. C'est étonnant comment ce peuple résiste encore, comment ils n'ont pas baissé les bras en fait. Mais c'est leur pays. Moi je sais que j'ai des amis qui se sont engagés, qui étaient journalistes, et qui se sont engagés dans l'armée ukrainienne et qui ont 20-30 ans. Et ils se disent, si notre génération ne se bat pas pour notre pays va disparaître. Et donc on se bat pour les générations à venir. Vous étiez en Ukraine quelques jours encore avant le début de l'invasion russe et les premiers bombardements. On retrouve cette photo parue dans la presse de civils ukrainiens volontaires pour un entraînement à l'initiative de l'armée dans un petit bois de ville. Ils ont des fusils en bois, cette fois entre les mains, pas des matraques, des faux fusils. On est le 5 février 2022 à Kiev, le sol est recouvert d'un tapis de neige. Le 24 février, c'est-à-dire 20 jours plus tard, tout le monde a dit là-bas, en Ukraine, les échos, les témoins qu'on a eus à ce moment-là, que ce qui se passait était incroyable. C'est qu'au fond, personne ne semblait y croire. Mais votre photo, elle montre quand même le contraire. Elle montre que la menace, elle était déjà bien présente, que la guerre était latente et que la crainte avait des raisons d'être. Hein. Oui, alors les gens préparaient des pactages d'ailleurs pour partir 2-3 jours et fuir. Et c'est vrai que ces gens, avec leur kalachnikov en bois, parfois, quand je les regardais, il y avait quelque chose de très touchant. Parce qu'on les sentait déterminés pour se battre, et en même temps, il y avait une naïveté par rapport au combat militaire, au combat de rue. Et il y avait beaucoup de mères de famille qui, après, devront partir, quitter le pays pour beaucoup. Ce que vos photos montrent bien aussi, c'est que depuis 6 ans, voire 8 ans déjà, la guerre est là. Vous parlez d'une guerre oubliée. Vous racontez qu'on oublie de raconter finalement le passif de cette guerre, le fait que bien avant le 24 février de cette année, les combats étaient déjà en cours. Il y avait une guerre de tranchées qui se jouait, peut-être pas à Kiev, mais dans d'autres régions d'Ukraine. Hein. Mais c'est le cœur de mon travail en fait. Moi, j'essaie de faire en sorte qu'on n'oublie pas et que l'actualité en fait elle est liée à l'histoire avec un grand H, et cette histoire il faut pouvoir la raconter. Et comme on est dans un monde où on est dans un flux d'informations constant, que les informations chassent les autres, mon travail c'est de raconter au long cours l'histoire pour qu'on comprenne un peu mieux l'actualité. Mariupol, Donbass, 29 septembre 2014, 14h57. Des femmes préparent une tenue de camouflage pour sniper dans les locaux de Novi Mariupol, une organisation collectant du matériel pour les forces militaires ukrainiennes. C'était il y a 8 ans. Déjà, cette photo, elle est là, présente dans ce livre, autour de cette femme qui prépare cette tenue de camouflage des enfants avec des ballons. La guerre est toujours là, elle était déjà présente, et en même temps la vie avec tout ce qui peut se jouer autour, l'enfance, l'amour, les deuils successifs, tout ça continuait à exister en parallèle. Le jour des premiers bombardements, vous êtes en France, vous y retournerez dès que possible. C'est cette série de photos que vous allez réaliser après le 24 février 2022, dites en apnée, ne font pas l'objet d'un chapitre à part entière dans ce livre. Vous les avez rassemblées dans une postface. Est-ce que c'est, Guillaume Herbault, une postface qui est aussi, on semble comprendre, hein, la préface d'une nouvelle histoire en train de s'écrire? Eh bien, on verra. Je ne sais pas. Là, je vais y retourner bientôt. C'est un conflit qui est très compliqué à photographier aujourd'hui. Il y a peu d'accès.
il y a énormément de photographes, et quand je me réfléchis en tant que photographe, je me dis qu'est-ce que moi, en tant que photographe, je peux rajouter. Et donc je suis dans cette réflexion aujourd'hui. Mais j'espère repartir là dans quelques semaines là-bas. Vos scénarios pour l'avenir, vous imaginez bien que tout ça va continuer, sûrement encore longtemps? Je pense que c'est un conflit au long cours. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, il faut voir dans les prochains jours la réaction de la Russie qui semble quand même acculée, qui, a priori, pour moi, a perdu la guerre. Mais donc il y a cette menace quand même nucléaire qui est présente, et voilà, on aura une réponse dans quelques jours, j'imagine. Le 24 février 2022, espérez-vous, pensez-vous, craignez-vous, sera le début de quoi? Ouais, c'est une trop grande question pour moi, là. J'aimerais que ça soit le début de la victoire de l'Ukraine. Racontez-nous les coulisses de cette photo assez folle, Guillaume Herbault, qui fait la couverture du livre, qui paraît ces jours-ci chez Textuel, Ukraine, terre désirée. C'est un soldat en habit militaire, assis, fusil entre les mains, casque sur la tête, au repos. Il regarde l'objectif, et en arrière-plan, il y a une fresque tapisserie représentant des héros de Walt Disney, des personnages de contes de fées. On y retrouve Cendrillon, Blanche-Neige. C'est bucolique, c'est idyllique, ça fait rêver. Comment vous avez pris cette photo? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vrai qu'elle est assez étrange. On est à Avdiivka, donc c'est une ville stratégique qui est en ligne de front dans le Donbass, en 2017. Quand j'arrive avec Benoît Wittkin du Monde dans la ville, il y a des bombardements partout. Et c'est un moment extrêmement tendu. Et il y a une ancienne école qui a été transformée pour accueillir les journalistes auprès des officiers de presse. Donc l'homme qu'on voit, c'est un officier de presse qui va aider les journalistes à aller en ligne de front. Et quand je rentre dans leur chambre, eh bien, je vois cette fresque avec Blanche-Neige. Et pour moi, en fait, il y a une contradiction totale entre l'ambiance de la guerre et ces images enfantines. Donc je fais poser le soldat dans cette chambre, où il y avait 7 lits d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que c'était donc assez drôle. Mais il y a quelque chose en Ukraine, moi, qui m'a toujours frappé, c'est que souvent, l'Ukraine, on est en termes de représentation dans le conte. Et il y a des personnages extraordinaires qu'on peut rattacher à chaque fois à un conte. C'est vrai, comment? Par exemple, si on pense en homme politique, en 2004, il y avait La Belle et la Bête avec Yulia Tymoshenko et Yushchenko. Yushchenko qui avait été empoisonné, qui avait le visage grêlé à cause du poison. Il y avait les frères Klitschko qu'on aurait pu identifier aux chasseurs de Blanche-Neige, et on peut continuer comme ça, ou même les Cosaques qui ont une représentation très forte avec des grandes moustaches avec les nains de Tolkien. Et voilà. Et donc à chaque fois, on peut faire écho au conte. Et Volodymyr Zelensky, alors, c'est le prince charmant? Au Chaboté. Au Chaboté. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui arrive de nulle part, qui est très malin, et qui est vif et très étonnant, quoi, et courageux. Vous l'avez photographié en 2019. Cette photo, elle figure aussi dans ce livre. Comment ça s'est passé? Alors, c'est un moment très fort. Il vient d'être élu? Il a été élu un an auparavant. Un an auparavant. Personne n'y croyait. Personne ne croyait en cet homme. On se disait, c'est une marionnette. C'était un personnage. C'était un personnage de série télé qui avait joué son propre rôle. Et quand je le rencontre, en fait, moi, je reviens de la ligne de front du Donbass, et je le vois, et je lui parle en fait d'un homme qui a roulé sur une mine anti-char et qui, depuis 5 ans, n'est pas soigné par les militaires. Enfin, qui n'est pas soigné d'une manière correcte. Et je lui dis que c'est scandaleux dans un pays comme l'Ukraine de ne pas pouvoir soigner un civil qui a été blessé par la guerre. Et quand je fais la photo, en fait, je lui dis ça. Donc, il a un visage extrêmement tendu. Et après la photo, il va me voir, il va prendre le numéro de téléphone de la personne, il va l'appeler, et la personne va être soignée correctement. Et quelques années plus tard, donc je l'ai revu en 2022. En 2021, pardon, cet homme pourra marcher. Et donc, il n'en a pas fait de la publicité, il l'a fait vraiment parce qu'il avait été touché par l'histoire de cet homme. Voilà, et là, sur cette photo, il regarde au loin, par la fenêtre, effectivement, le regard, le visage sérieux. Il est en col roulé, vert et bleu marine, avec en fond un rideau jaune et un rideau blanc. Première photographie de ce président Zelensky que vous avez réalisé, Guillaume Herbault. France Culture, il est 12h23. Musique.
France Culture, bienvenue au club. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I will share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's the bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Roxanne, 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 Police avec ce titre phare Roxanne dont Sting est l'auteur. Sting qui sera justement en concert le 5 octobre à Reims, le 7 octobre à Montpellier, le 11 octobre à Paris. Chanson écrite en 1978. Guillaume Herbeau, vous étiez né à ce moment-là. Vous pratiquez peut-être pas encore la photographie comme aujourd'hui. On rattache souvent d'ailleurs vos photos au mot documentaire. C'est comme ça qu'on définit votre travail, votre approche, et vous le racontez, vous l'avez raconté. Le tournant dans cette approche, ça s'est joué à Tchernobyl, que vous avez photographié, Auschwitz, Tchernobyl, l'Ukraine, tous ces voyages à l'Est que vous avez réalisés et qui sont votre passé à vous de photographe. J'ai découvert récemment le travail d'un photographe ukrainien, Boris Mikhailov, photographe de 83 ans, originaire de Kharkiv. La MEP à Paris lui consacre actuellement une vaste rétrospective et la Bourse du commerce présentera à la fin du mois sa série At Dusk, au crépuscule, réalisée en 93 après la dislocation de l'URSS, les débuts de l'indépendance. Les tirages sont teintés d'une sorte de l'avis bleu cobalt, chaque couleur ayant pour lui, pour ce photographe, un sens. Le bleu évoquant la guerre, la famine, a-t-il raconté. Vous connaissez son travail ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas pu avoir le temps d'aller voir l'exposition à la MEP. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par son travail parce que c'est un travail très politique de résistance du régime soviétique. Il faisait des photos très provocantes qui étaient totalement interdites. Il parlait de la nudité aussi. Et oui, c'est un travail qu'il faut voir absolument. Oui, il faut voir toutes les étapes et les évolutions aussi de son travail, parce que c'est ce qui se joue aussi avec vous. On le voit, l'évolution de votre photo, c'est aussi l'évolution d'un regard, pas simplement de la situation d'un pays et des bouleversements de l'histoire. Il dit, Boris Mikhailov, ce qui est important, c'est de représenter non pas un événement, mais un rapport au monde. Est-ce que vous partagez avec lui cette définition de la subjectivité ou tout simplement du travail du photographe ? Mais je crois qu'un photographe, c'est d'abord un rapport au monde. C'est d'abord un positionnement par rapport à une réalité. On réfléchit toujours, quand on est photographe, où on doit se mettre dans un paysage, dans un lieu. Et donc rien que ça, physiquement, c'est un point de vue. Vos photos d'Ukraine, c'est 20 ans de photographie, on le disait. Lui, c'est plus de 50 ans. Ce qui est fascinant avec le temps long, et vous l'avez pratiqué avec cette série ukrainienne, c'est de voir l'évolution, on le disait, du pays et l'évolution d'une technique photographique. Comment vous regardez vos premières photos en Ukraine, les premières en 2002 ? Est-ce que vous trouvez qu'elles étaient encore un peu jeunes, un peu immatures, et vous voyez bien comment votre regard s'est aiguisé, patiné avec le temps ? Oh là, je sais pas. Franchement, je sais pas.
En fait, je regarde pas beaucoup mes images. Euh, je trouve qu'il y a une continuité quand même. Il n'y a pas de coupure brutale, parce que j'avais déjà fait un travail sur moi-même pour changer ma photographie. Mais c'est vrai qu'il y a parfois je sais pas. Parfois, il y a une naïveté dans mes premières images. Et on sentait que la période était plus optimiste. Et puis, on rentre un peu plus dans la partie sombre de mon travail, plus les années passent. Qu'est-ce qu'autorise le temps long dans la photographie, ce travail dans la durée? Vous l'avez dit, c'est des intrusions parfois de la fiction, et puis c'est aussi de bien connaître son terrain. On va, dans une vingtaine de minutes, ouvrir les portes de notre book club. Guillaume Herbault, est-ce que vous apprenez aussi le monde, vous, dans les livres, ou est-ce que vous ne vous documentez que par le terrain, à livre ouvert? Non, je me documente, j'essaie de me documenter d'une manière extrêmement large. Alors évidemment, je réfléchis par rapport au terrain, mais les livres m'accompagnent. Mais il n'y a pas que la littérature, il y a le cinéma, la musique, il y a la bande dessinée. Il y a un livre sur l'Ukraine que vous nous recommanderiez? Vous avez le temps de réfléchir. Pendant ce temps, Sébastien Thème va nous dire quel est le programme du jour. Bonjour Olivia. Aujourd'hui au Sébastien. programme de notre book club, quand les personnalités politiques écrivent, avec François Hollande qui publie Bouleversement pour comprendre la nouvelle donne mondiale. C'est chez Stock. Et chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez continuer à répondre à la question qui vous était posée. Quel est l'essai politique ou mémoire d'homme ou femme politique que vous avez lu? Envoyez vos réponses via le hashtag Book Club Culture, Olivia. Alors bientôt peut-être, Guillaume Herbault lira les mémoires de Zelensky, du président ukrainien. Pour l'instant, vous avez un livre dans votre sac et je crois que nous l'avons reçu, son auteur. Ben voilà, là, je suis en train de le lire, c'est Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique, c'est de Anna Colin-Lebedev, qui est une référence sur... Qui est une sociologue sur l'Ukraine. Et elle était effectivement dans Bienvenue au Club la semaine dernière. Je vous invite à réécouter cette émission recommandée par Guillaume Herbault et à lire son livre. Le livre politique au sommaire de ce book club aujourd'hui, avec l'une des plumes les plus célèbres du moment, et pour cause, il a été président. Son livre bilan, Les leçons du pouvoir, paru en 2018, a fait un carton, vendu à 100 000 exemplaires après une semaine de parution seulement. Il avait fallu le réimprimer dans l'urgence, l'on disait même François Hollande victime de son succès. Les libraires s'étaient adaptés, imaginant des dispositifs particuliers pour les séances de signature qui attiraient une foule de lecteurs jusqu'à tard dans la soirée. L'auteur était, paraît-il lui-même, surpris par ce succès. Il nous dira si c'était bien vrai. Publié en poche un an après, ce livre sur la tragédie du pouvoir, sur le quotidien d'un président, les réussites, les trahisons, continue à vivre sa vie en librairie. 2 ans après, l'ancien président, devenu essayiste, publiait Affronté, et il revient aujourd'hui en cette rentrée avec Bouleversement, toujours chez Stock, son éditeur. Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Surpris vraiment par ce succès en 2018, lorsque paraît vos leçons du pouvoir? Oui, c'est toujours une surprise et plutôt agréable de voir des centaines de personnes faire des heures d'attente. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des librairies ou dans des centres commerciaux pour approcher une personnalité, en l'occurrence un ancien président, et pour avoir un petit bout de conversation. Parce que ce que j'ai toujours voulu avec ces séances de signature, c'est de pas simplement poser un mot sur un livre, mais d'avoir un échange. Et c'était d'autant plus précieux que, ayant été quasiment enfermé pendant 5 ans à l'Élysée, j'avais cette liberté enfin de pouvoir parler à mes lecteurs qui auraient dû être normalement des électeurs. Et ça tenait à quoi le récit déjà des coulisses du pouvoir, toujours passionnant pour tout le monde, quelques révélations un peu croustillantes qui étaient attendues au détour des pages sur votre relation, notamment avec le jeune Emmanuel Macron à ce moment-là, devenu président juste après par la suite. Ça tenait peut-être aussi à votre rapport très particulier avec les lecteurs. Vous aimez aller au-devant de vos lecteurs, discuter avec eux, partager avec eux. Oui, parce qu'ils viennent parfois pour des motifs très différents. Les uns pour rappeler les soutiens qu'ils ont pu me prodiguer à l'occasion d'élections, d'autres, au contraire, pour savoir ce que c'est qu'un ancien président. Il y en a même qui venaient, notamment les plus jeunes, pour savoir comment il était possible de devenir président. Et il y en avait qui venaient régler une vieille querelle en disant pourquoi vous ne l'avez pas fait, ou au contraire faire un compliment
pourquoi vous m'avez permis de partir à la retraite à 60 ans, ou pourquoi vous m'avez enfin donné la possibilité de me marier. Donc il y avait plein de situations différentes et qui faisaient qu'il y avait un plaisir qui n'a pas disparu d'ailleurs de venir au contact des lecteurs. Et j'ai toujours cette volonté de faire le tour des librairies. Puis je veux saluer les libraires, parce que s'il n'y avait pas les libraires, il n'y aurait pas les lecteurs, donc il n'y aurait pas les écrivains. Et les bibliothèques, les médiathèques également. Vous nous gardez pour la fin de l'émission, on garde le mystère entier, le mode d'emploi pour devenir président. On y pense un peu de temps en temps. Sébastien Thème, bonjour. Bonjour Alice. Si c'est un bon boulot, mais on va voir ça. Au sommaire de ce book club également, avec vous, il y aura de l'éloquence, une qualité nécessaire en politique, dans une cour de justice et en littérature peut-être, avec un dictionnaire amoureux de l'éloquence qui est publié chez Plomb. Et puis à la veille des 5 ans de la naissance du mouvement MeToo, un essai assez personnel paraît chez Lattès. Oui, son titre « Libéré de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau ». Vous nous en parlerez autour de 13h20. Mais on commence avec une question posée aux auditrices et auditeurs, Sébastien. Absolument. Quel est l'essai politique ou mémoire d'homme ou femme politique que vous avez lu? Alors, il faut être sincère, une majorité de nos auditrices et de nos auditeurs nous répondent aucun, ou encore aucun, fort heureusement. Le compte Please Don't Tell Mom argumente aucun. C'est selon moi un exercice politique de pré-campagne qui facilite les tournées sur le territoire grâce à notre maillage de librairies. Ça, c'est pour les contre. Parmi les pour, Raphaël Siris propose Leur folie, nos vies, un livre de François Ruffin, publié en 2020 au Lien qui libère. Écrit pendant le confinement dans sa cuisine, François Ruffin souhaitait dessiner le monde de demain, ou comme il l'appelle, la bataille de l'après. Un autre abonné nous conseille tous les textes de Christiane Taubira, de l'esclavage raconté à ma fille à Nuit d'épines, publié en 2019. Et sous un parapluie nous propose le récit hommage de Robert Badinter à sa grand-mère Idis, qui a fui l'Empire tsariste pour se réfugier à Paris en 1912. Ce livre était publié chez Fayard en 2018. François Hollande, est-ce qu'il y a un livre qui était d'ailleurs plutôt un livre plus intime, un récit oui, personnel qu'un livre politique au fond. Est-ce qu'il y a un livre, essai ou mémoire d'homme ou femme politique que vous avez lu et qui continue de vous inspirer? Oui, il y avait les livres qui m'avaient inspiré de François Mitterrand, L'abeille et l'architecte, qui était la suite de ses chroniques qu'il faisait dans un journal qui s'appelait L'Unité, qui a disparu. C'était pour le responsable, que je n'étais pas encore, politique, une espèce d'apprentissage de ce qu'était la vie d'un candidat ou d'un dirigeant, puisque c'était le cas de François Mitterrand. Ensuite, j'avais lu Le pouvoir et la vie, qui étaient les mémoires de Valéry Giscard d'Estaing, après donc qu'il ait quitté l'Élysée. Ça m'intéressait de savoir, moi aussi, ce qu'étaient les coulisses et comment, toujours pour répondre à cette question, on devient président ou comment on n'est plus président. En l'occurrence, c'était ça. Donc, je trouve que les essais politiques sont souvent passionnants quand il s'agit de la conquête, de savoir comment une vie politique s'organise, et il y en a eu de très beaux, il y en a qui ont été écrits par d'autres que les auteurs qui signaient le livre, et puis les souvenirs qui sont toujours, à mon avis, précieux, parce que ce sont des documents d'histoire. De ce point de vue-là, les mémoires sont des formidables gisements pour comprendre comment ont été prises les décisions. Voilà, Malraux, De Gaulle, Mitterrand, vous le dites, friand de livres politiques, d'essais sur l'exercice du pouvoir ou des mémoires, mais là, vous n'êtes pas du tout dans ce livre, Bouleversement, qui paraît chez Stock, encore dans le temps d'après, dans celui d'un regard rétrospectif sur le siècle écoulé, sur une époque révolue. Avec ce nouvel essai, vous vous inscrivez dans le temps présent, dans celui de la réflexion. Alors, on a titré cette émission « Les livres, la deuxième vie de François Hollande », à tort peut-être. Est-ce que là, on est encore toujours dans la même vie, celle de votre engagement politique? Est-ce qu'après ce livre de réflexion, suivra encore l'action pour vous? Dans le livre Bouleversement, je reviens sur les 10 années qui viennent de s'écouler. 5 ans où j'étais moi-même en situation d'agir comme président de la République, 5 ans où j'ai pu voir des personnages que j'avais effectivement rencontrés, Vladimir Poutine, Xi Jinping, d'autres encore, être en situation de décider. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, elle était, si je puis dire, inscrite, non pas
parce qu'elle était fatale, mais parce qu'elle était finalement le produit de ce que voulait faire Poutine et qu'il m'avait, avec d'autres mots, présenté comme étant la volonté de restaurer ce qu'avait été l'Union soviétique sous une certaine forme ou l'Empire russe. C'est-à-dire cette volonté de retrouver un espace, comme on disait autrefois, un espace naturel qui devait être celui de la Grande Russie. Et ce que j'avais aussi vu se former sous mes yeux était une alliance entre la Chine et la Russie, entre Xi Jinping et Poutine, qui arrivait à peu près au même moment au pouvoir, même si Poutine l'avait précédé, mais il avait eu 5 années ou 4 années d'absence. Donc là, ils étaient tous les deux conscients qu'ils allaient former un bloc et qu'ils étaient persuadés que les régimes démocratiques, les régimes de liberté étaient en déclin, en décadence, que le retrait américain était quasiment acquis et qu'il était donc possible d'être sur des niveaux de puissance supérieurs à ce que nous représentons. C'est là que Poutine s'est trompé et qu'il a commis un acte très grave d'envahir l'Ukraine en pensant que les Ukrainiens ne résisteraient pas, que les Européens resteraient tétanisés et que les Américains n'aideraient pas les Ukrainiens. Voilà, cette histoire-là, elle est encore en train de s'écrire. Elle d'ailleurs, elle était oui. déjà en filigrane. C'est pour ça que le livre Bouleversement, ce sont les 10 années qui ont changé le monde. Et les derniers mots de ce livre sont « C'est le sens même de mon engagement politique ». Vous êtes encore dans l'engagement avec ce livre et vous l'écrivez au présent, ce récit, même si vous revenez sur ces 10 ans où le monde a basculé, François Hollande. Juste pour revenir sur votre rapport au livre, quand est-ce que vous prenez la plume ? Quand est-ce que vous trouvez ou jugez nécessaire de prendre la plume et d'en faire un livre ? D'abord, comme président, il était impossible d'écrire un livre. Quand j'étais dans l'action, je n'étais pas dans l'idée d'aller écrire ce que je faisais. Vous ne preniez même pas des notes ? Je pouvais prendre des notes pour garder en mémoire un certain nombre de rencontres, justement celles que j'ai pu avoir avec Vladimir Poutine et que je restitue, ou avec Xi Jinping, ou avec Merkel, bon, bref. Mais je n'étais pas du tout dans l'idée de transmettre tout de suite aux Français ce que je faisais comme président. Avant d'être président, j'avais pu écrire des livres, qui étaient des livres effectivement d'essais, où je faisais des propositions, où je donnais mes analyses. Comme ancien président, j'estime que j'ai ce devoir-là de transmettre ce qu'a été mon expérience, que j'ai finalement pu vivre grâce aux Français, grâce à la confiance qu'ils m'ont donnée, grâce à l'élection, et aussi de transmettre aux jeunes générations ce qu'est la République ou ce qu'est l'État. C'est pour ça que j'ai fait 2 livres illustrés pour expliquer ce que sont les institutions, ce que sont les administrations de l'État, ce qu'est la justice, etc., pour les plus jeunes. Et puis, j'ai voulu aussi donner ce qui est pour moi la force de la présidence de la République française, c'est-à-dire une conception des relations internationales ou de ce que peut être la politique extérieure de la France. C'est le but de ce livre. Et le grand enjeu dans tous les livres que j'ai écrits, c'est de savoir si la démocratie a encore un avenir, si elle a été une forme d'exercice du pouvoir du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et est-ce que ça sera toujours la même forme pour exprimer nos idées. On voit bien la montée du populisme, la montée des extrémismes. On voit la prétention des régimes autoritaires à nous dire, finalement, pourquoi la démocratie serait toujours sous cette forme-là la seule expression du monde. On voit aussi, parmi les pays qui sont les pays émergents, l'idée que la démocratie serait peut-être une forme d'impérialisme, de valeurs qu'on imposerait à des sociétés qui ne voudraient pas les prendre, ces valeurs-là. Donc je pense qu'il y a un engagement qui est le mien, qui sera toujours de faire en sorte que notre démocratie puisse prévaloir. Et donc j'ai même cette prophétie, si je puis dire, c'est qu'à la fin, malgré tout, quand on regarde l'histoire de ce dernier siècle, c'est toujours la démocratie qui gagne. À la question quand est-ce que vous prenez la plume, vous répondez quand le devoir m'appelle. Oui, pas par plaisir. exemple, je n'avais pas prévu de prendre la plume et arrive la guerre en Ukraine. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai le devoir de rappeler tout ce qui s'est produit ces dernières années,
Et donc vous refaites événement le qui film. conduit à cette invasion. Et vous refaites le film dans ce livre en ouvrant ce récit sur votre rencontre avec Vladimir Poutine. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que depuis votre exercice du pouvoir, depuis votre mandat de président de la République, François Hollande, une génération de dirigeants est partie. Barack Obama aux États-Unis et Angela Merkel, votre plus fidèle amie, qui vous dit, et qui vous dira d'ailleurs à propos de Vladimir Poutine, il vaut mieux que nous le voyions à deux. Alors vous ne l'écoutez pas totalement. La première fois que vous le voyez, c'est peu après votre élection. Vladimir Poutine, vous le rencontrez en 2012 à l'Élysée. Vous avez débuté votre mandat sur cette rencontre. Vous ouvrez donc le livre sur cette rencontre et vous racontez combien il vous met en garde, combien il vous avertit, presque il vous menace. Cette hostilité, vous dites, est palpable dans son regard à l'égard des États-Unis, à l'égard des Occidentaux, un peu plus généralement. Il vous regarde, il vous parle, il digresse, comme dans un palindrome, une sorte de labyrinthe de mots où il est très compliqué de trouver la sortie. Ça, c'est un des souvenirs que vous avez gardé de cette rencontre. J'ai eu cette phrase, d'ailleurs, le soir même de la rencontre. La première impression est toujours la bonne. Et cette impression-là, c'était que Vladimir Poutine voulait me convaincre que la Russie était de retour en même temps que lui-même revenait au Kremlin. Oui, après ces années de Premier ministre. Et qu'il était décidé à en terminer avec ce qu'il pensait être l'encerclement dont son pays était l'objet de la part de l'OTAN, des États-Unis, des Occidentaux, et aussi de son souci de mettre la Russie comme premier acteur du monde, comme elle avait pu être au moment de la guerre froide. Et il avait donc, dans cette première rencontre, demandé, ce qui est assez rare, un papier. Et donc j'appelle l'huissier, je lui dis amenez du papier au président Poutine, et sur ce papier, il dessine là où sont les missiles de l'OTAN, et il me dit, vous voyez, je suis dans une position d'agresser. Je lui explique que les missiles en question sont pas faits pour menacer la Russie, mais pour protéger l'Europe, éventuellement d'attaques qui viendraient de l'extérieur. On avait déjà quelques menaces sur ce qui se passait, notamment en Libye et déjà en Syrie. Bon, et lui veut se mettre dans une position où il s'attache à être l'agressé et non pas le futur agresseur qu'il sera. Et deuxièmement, il essaye de démontrer que nous sommes devenus des régimes faibles, nous les Occidentaux, alors même qu'ils nous reprochent de l'encercler, et que nous ne sommes pas suffisamment solides pour défendre des pays comme la Syrie, avec Bachar el-Assad qui lutte contre le terrorisme. Et plus tard, dans une rencontre que je décris aussi au Kremlin cette fois-ci, et il me parle, puisque je reproche à la Russie de soutenir Bachar el-Assad, il me parle des musulmans et notamment de ceux que nous avons combattus pendant la guerre d'Algérie. Je lui dis que ce n'était pas du tout de circonstances et ça ne pouvait pas du tout être comparé. Mais il est là pour nous dire finalement, votre ennemi c'est l'islam et pas la Russie. Et d'ailleurs, il utilisera beaucoup le terrorisme islamiste, qui est réel, pour nous dire qu'il avait raison de soutenir Bachar el-Assad ou de ne pas vouloir que Kadhafi s'en aille de Libye. Voilà, la grande incompréhension lors de ces deux rencontres. Vous vous passez visiblement aussi à côté et vous dites de ce ressenti que vous avez eu. Poutine n'est pas fou, Poutine est rusé, il est solitaire, il est isolé, il est obsédé par sa sécurité, il veut tout maîtriser. Voilà la sensation, le sentiment que vous laisse cet homme, ce président, après votre rencontre. Quels signaux, quand même, dans ces entretiens, du grand bouleversement à venir, des 10 années qui allaient suivre et de là où nous en sommes aujourd'hui, François Hollande? Les signaux, c'est que les régimes autoritaires se sont enhardis, se sont renforcés dans l'idée que nous étions décadents. Ils nous présentent comme des sociétés déclinantes, où notre démocratie, finalement, montre sa fragilité. Et que ces régimes-là, eux, pensent que maintenant, l'usage de la force est redevenu possible. Et d'ailleurs, nous en avons des illustrations, au-delà même de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui à cause de l'intervention russe.
Regardez, l'Iran pense qu'il est possible de massacrer des femmes qui protestent. En Corée du Nord, aujourd'hui, a été lancé un missile au-dessus du Japon. Il y a en Birmanie un régime qui a pendu ses opposants. Donc les dictatures pensent qu'elles peuvent aujourd'hui, faute d'une régulation mondiale, faute peut-être d'une réaction suffisante des démocraties, agir au mépris complet du droit international. C'est ça qui s'est produit ces dernières années. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'était notre espérance, un monde régulé, un monde où le multilatéralisme allait pouvoir s'imposer, où des règles allaient pouvoir être respectées par tous les États, où on espérait, et il y a eu des succès d'ailleurs, un accord sur le climat pour permettre que nous puissions lutter contre le réchauffement, un accord sur le nucléaire iranien pour que nous puissions éviter la prolifération. Eh bien, ce monde-là s'est progressivement mis en recul, et on l'a vu à cause aussi de mouvements populistes, où Donald Trump a pu dénoncer les accords dont je viens de parler, et où le populisme a pu faire vaciller la démocratie. Donc à partir de là, les régimes autoritaires ont pensé que c'était maintenant leur temps de pouvoir organiser le monde, ou le Et désorganiser. Vladimir Poutine n'avait pas totalement tort quand il avait pointé la faiblesse des Occidentaux et aujourd'hui de la gouvernance mondiale. Notamment François Hollande est notre invité jusqu'à 13h30 à l'occasion de la parution de Bouleversement, son nouvel essai, son nouveau livre politique chez Stock. Il est 13h11 sur France Culture. Vous racontez tout cela avec éloquence, François Hollande. On va justement revenir sur l'importance de l'éloquence aujourd'hui dans notre monde, Sébastien. Avec un dictionnaire amoureux de l'éloquence, publié chez Plon et écrit par Mathilde Lévesque. Alors il faut déjà saluer cette merveilleuse entreprise des éditions Plon de proposer ces dictionnaires totalement subjectifs. Et c'est le cas une fois encore avec ce dictionnaire consacré à l'éloquence, tout un art de la parole. Si vous cherchez à devenir le plus éloquent possible, ce livre est fait pour vous. Je parlais de subjectivité et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce dictionnaire, puisque c'est certainement une première, un livre qui rassemble dans une même table des matières Robert Badinter et la chanteuse Aya Nakamura, Victor Hugo et Gisèle Halimi, ou Olympe de Gouges et Aristote, un dictionnaire polyglotte aussi en français, en latin, en anglais, avec des mots comme punchline ou battle, des mots pour décrire aussi des éléments de communication non verbale comme le chip, originaire d'Afrique de l'Ouest et des Antilles, un bruit de succion qui mobilise à la fois l'action de la langue et des lèvres, défini par Christiane Taubira, votre ancienne garde des Sceaux François Hollande, comme un concentré de dédain. Mais pour être éloquent, il faut aussi de la tchatch, de la répartie, du rythme, de la séduction et quelques figures de style comme la prosopopée ou l'hypotypose. Un dictionnaire à l'usage de toutes et tous, et surtout les plus jeunes. L'autrice Mathilde Lévesque en connaît un rayon sur la jeunesse car elle est prof en collège à Aulnay-sous-Bois. Je lui ai justement demandé qui étaient pour elle les auteurs et les autrices les plus éloquents. Voici sa réponse. Je pense à des sociologues tels que Bourdieu, même s'il n'est plus parmi nous, ou des anthropologues tels que Philippe Descola. Dans un tout autre genre, je pense aussi à des voix féminines qui ne m'intéressent pas seulement parce qu'elles sont féminines, mais aussi pour l'engagement qui est le leur. Je pense à Annie Ernaux, par exemple, ou dans un tout autre registre, à Chimamanda Ngozi Adichie. Pour moi, un auteur éloquent, c'est quelqu'un qui sait, là aussi, encore une fois, nous toucher en plein cœur. Et c'est un effet qui me semble beaucoup trop subjectif pour pouvoir être universel. Alors François Hollande, je vous offre ce beau dictionnaire sans flagornerie aucune, bien sûr. Je pense que vous avez fait montre de suffisamment d'éloquence dans votre vie politique. Néanmoins, quand est-ce que vous avez compris que prendre la parole, s'exprimer en public, c'était quelque chose de facile pour vous ? Non, ce n'est jamais facile de s'exprimer en public. Et très tôt, j'ai voulu aller dans les assemblées générales, par exemple, d'étudiants, pour faire valoir ce que je pensais de tel ou tel mouvement. Et c'est toujours un exercice où il y a une pression considérable, où les premiers mots vont compter, où l'assurance dont on va pouvoir faire la démonstration va être capable d'inspirer le silence, ce qui n'est jamais facile. Donc très tôt, je me suis dit, pour faire passer mes idées, j'ai le devoir d'être éloquent. Et toute faiblesse de ce point de vue peut être effectivement au détriment de mes convictions.
L'éloquence, donc, elle peut être écrite, c'est ce que d'ailleurs vient de dire cette professeure, elle a raison. Donc c'est une éloquence où il y a des arguments et de l'émotion qui doit passer par le livre. Et puis il y a une éloquence verbale qui peut se trouver dans des grandes réunions publiques ou même à la télévision. On sait bien que dans les débats d'entre-deux tours, l'éloquence fait partie de ce qui peut être un élément qui va être déterminant pour le choix des électeurs. L'éloquence, donc, c'est un apprentissage de la langue, c'est aussi une façon de pouvoir mettre dans des mots ce que sont les idées. Mais c'est peut-être aussi un argument de communication, où c'est simplement la force qui va devenir l'élément principal de l'inspiration. Donc c'est comme toute chose, l'éloquence, elle peut être au service du bien comme du mal, du pire comme du mieux. Donc on peut être éloquent, vous le dites François Hollande, en littérature. Est-ce que vous écrivez vos livres comme des discours? C'est-à-dire, est-ce que vous les écrivez en imaginant un public, en imaginant vous adresser à un public avec la volonté de convaincre? Rédiger un discours, c'est pas rédiger un livre. Un discours, j'en ai fait beaucoup, c'est effectivement de réfléchir à l'effet qu'il va produire. La phrase qui va être à un moment déterminante, à la trace d'esprit qui va pouvoir faire sourire. Mais c'est pas le cas dans un livre. C'est différent. C'est un livre, à mes yeux, hein, ça correspond à une démonstration, à un effort que va faire le lecteur pour aller jusqu'au bout du livre. Car il peut s'arrêter dans un discours. Celui qui est dans la salle ne peut pas sortir. Dans le livre, il faut essayer de le tenir, et donc de faire en sorte que, au-delà des effets de style, il y ait une ligne directrice qui puisse être entendue jusqu'au bout ou lue jusqu'au bout. Et puis je pense toujours à l'utilité d'anecdotes qui puissent raccrocher le lecteur. Et c'est exactement pareil pour le discours. De ce point de vue-là, c'est que j'ai toujours alterné le sourire et la gravité pour garder le public en haleine ou en espérance. Il faut qu'à un moment, il puisse sourire ou même rire, et pour être ensuite emporté par le sérieux du propos. Et puis, il y a une dramaturgie dans un discours comme dans un livre, et là, elle est peut-être naturelle, mais vous la surlignez dans cette décennie que vous racontez, que vous évoquez dans ce livre Bouleversement. On sent que tout est monté presque crescendo jusqu'à cette guerre en Ukraine que nous vivons aujourd'hui. Vous mettez quand même en garde très rapidement vos lecteurs, le terrorisme, le Covid et aujourd'hui le spectre d'une troisième guerre mondiale. Ça, vous l'écrivez clairement, c'est un risque, une menace possible. Il ne faut pas sous-estimer le danger, il faut prendre conscience. Et c'est à ça que vous nous invitez dès les premières pages du livre. Oui, parce que longtemps, nous avons eu l'espérance que la tragédie n'était plus d'actualité, que notre monde concourait à trouver une harmonie, un équilibre, que la ligne de l'histoire, le sens de l'histoire conduisait à la paix, à la recherche du consensus et à la convergence. Eh bien non. Il y a des moments où il y a des tensions, il y a des drames, il y a des menaces, il y a des épreuves, il y a des crises et il y a des guerres. Nous faisons tout pour les éviter, mais elles sont possibles. Et de ne pas vouloir les regarder en face, au moment où elles ne sont pas d'ailleurs devenues un cataclysme, c'est ce qui précisément nous conduit à ne plus jouer le rôle de faire l'histoire. Faire l'histoire, c'est bien sûr de prendre en compte son caractère dramatique, et c'est aussi de pouvoir, par nos propres décisions, éviter qu'ils se transforment, ces histoires-là, ou ces faits-là, ou ces événements-là, en catastrophe. Dans ce livre, vous parlez bien sûr de Vladimir Poutine, vous parlez aussi du président chinois, de Xi Jinping, vous parlez de la place que la Chine a pris sur la scène mondiale, de ses liens avec la Russie et de ce que cette fraternité pourrait provoquer par la suite. Mais vous parlez aussi, vous revenez sur ces dirigeants qui se sont succédés. On évoquait Barack Obama tout à l'heure, que vous trouvez plus ambigu, plus contradictoire qu'il n'y paraît. Vous revenez aussi sur la figure d'un Donald Trump, plus qu'un
mururois à la sauce yankee, selon vous, François Hollande. Et j'en viens à aujourd'hui, parce que l'encre de ce livre était déjà sèche quand l'élection, le scrutin qui a eu lieu en Italie est arrivé. Mais cette montée de l'extrême droite et cette victoire de l'extrême droite en Italie, évidemment, vous préoccupe, même si elle ne figure pas dans ce livre imprimé. Elle semble vous inquiéter au plus haut point. Vous dites que c'est le symbole de la confusion politique et de l'effacement des partis sur les réseaux sociaux qui ont pris la suite de ce livre. Il y a aussi l'élection qui se joue en ce moment au Brésil, avec peut-être une réélection de Jair Bolsonaro. Les jeux ne sont pas faits et ils ne le sont jamais jusqu'au bout. On le sait bien aujourd'hui. Comment vous regardez ce populisme toujours présent, toujours vivace? De quoi est-il le symptôme dans l'époque? D'abord, justement, l'accumulation des crises, des menaces, des épreuves conduit des peuples ou des parties de nos sociétés à se réfugier plutôt dans les solutions de facilité, de repli, de fermeture. Quand on a une crise climatique qui succède à une crise pandémique, qu'on a une menace de guerre, qu'on a des prix de l'énergie qui flambent, une première attitude, c'est de se replier. Si on y ajoute des réfugiés, des crises migratoires, c'est en plus de prendre l'étranger comme la menace principale. Et comme il y a des insécurités multiples, on voit bien que le populisme a un terreau qui lui est quand même plutôt propice et favorable. Et ça peut même aller jusqu'à adopter des positions complotistes. Savoir que Bolsonaro, qu'on annonçait comme ne pouvant jamais être réélu, puisse éventuellement l'être, après avoir nié la Covid, avoir fait brûler l'Amazonie, avoir exalté des comportements les plus rétrogrades, de savoir qu'aux États-Unis, que Trump peut revenir éventuellement comme président des États-Unis. Donc il y a cette montée populiste. Et pourquoi elle n'est pas endiguée suffisamment? C'est parce que les grands partis, les grandes formations politiques, à droite comme à gauche, sont à ce point de faiblesse, à ce point de disqualification et de déconstruction, enfin je n'ai pas besoin de parler de l'actualité, qu'il n'y a pas des forces qui permettent de résister à ces mouvements-là, voire même à ces pulsions-là. On le voit que l'histoire est faite d'allers-retours et on peut aussi en parler à travers la condition des femmes et ce mouvement MeToo qui a débuté maintenant il y a 5 ans et qui a quand même permis de grandes avancées, hein, Sébastien. Oui, 5 ans de libération de la parole des femmes, d'une fin du silence quant aux violences sexistes et sexuelles, quant aux inégalités entre les hommes et les femmes aussi, et l'occasion pour nous, les hommes, de se penser autrement. Et c'est ce que nous propose l'essayiste et journaliste Aline Laurent-Maillard qui publie chez Lattès, Libéré de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau. Dès le titre et le sous-titre, on comprend évidemment la teneur de cet essai d'un nouveau genre, personnel, reposant sur des concepts politiques, mais aussi sur la pop culture. Alors, rappel des faits, Timothée Chalamet est un acteur franco-américain, enfin plutôt une superstar franco-américaine, né en 1995. Il s'est imposé grâce à une filmographie impeccable, entre cinéma européen et blockbusters. Il semble à l'aise partout, mais son physique, imberbe et maigrichon, comme le décrit l'autrice, a ringardisé à vitesse grand V la figure du bad boy qui est légion dans le cinéma américain. Fini les muscles et les vrais hommes. Aline Laurent-Maillard souhaite que nous, les hommes, on fasse un peu tous comme Timothée Chalamet, qu'on soit plus sensible, qu'on soit plus humble, plus à l'écoute au fond, plus libre, loin des clichés de la masculinité, surtout loin, très loin du patriarcat. C'est ce qu'elle nous explique depuis le Canada où elle vit. Si j'ai décidé d'étudier Timothée Chalamet, en tout cas de m'intéresser à la chalamania, à l'intérêt pour Timothée Chalamet, c'est justement parce qu'il ne représente pas une exception, parce qu'il est représentatif de ce qu'il se passe à l'heure actuelle dans la société. Dans le livre, je parle aussi beaucoup de Harry Styles, de Tom Holland, de beaucoup d'acteurs non blancs aussi, dont on parle moins, mais qui sont aussi dans la même évolution, qui ont un peu des caractéristiques partagées avec ces 3 artistes. Et on les retrouve aussi tout simplement dans les collèges, dans les lycées, dans les facs. Les jeunes, à l'heure actuelle, changent, en fait, évoluent et ne veulent plus les mêmes choses qu'avant. Et on le voit, hein, il suffit de voir le nombre de garçons qui portent du vernis, par exemple. C'est un détail, c'est du superficiel, mais ça montre potentiellement quand même qu'il se passe un rapprochement entre le féminin et le masculin, ou plutôt entre le masculin et le féminin.
Je suis pas en train de dire qu'on va abolir les gens, c'est pas du tout ça. Mais c'est d'essayer de faire en sorte qu'on ne soit plus dans une opposition, plus dans une supériorité du masculin vis-à-vis du féminin, et que les hommes arrivent enfin à se donner accès à ce qui était précédemment vu comme étant féminin, à accepter que tout ce qui est féminin n'est pas nécessairement inférieur. Aline Laurent Maillard qui nous laissait une note sur les réseaux. François Hollande, dans les grandes sorties de cette rentrée littéraire, cette année encore, des livres sur l'écologie. Vous évoquiez le réchauffement climatique tout à l'heure comme étant un des grands défis du moment. Et puis beaucoup d'essais féministes, de penseurs, penseuses féministes aussi. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans cette veine-là ? Dans mon histoire personnelle, oui, il y a des livres qui m'ont marqué, mais ça peut paraître de l'histoire. Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi qui avait fait un livre qui s'appelait Choisir. Bon. Mais le féminisme a aussi évolué, il ne se place pas sur les mêmes terrains. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une revendication de féminisation même de la société, c'est-à-dire d'essayer d'éviter, non pas les différences de genre, mais de rapprocher finalement les sensibilités. J'entends bien le thème de cet ouvrage. Néanmoins, il y a aussi Orviller qui sort un livre Delphine très Orviller, qui intéressant était notre invité hier. justement de dire on peut distinguer les genres, on peut même les confondre, mais on ne peut pas distinguer les sexes. Merci beaucoup François Hollande d'avoir été avec nous. Bouleversement, votre nouvel essai vient de paraître chez Stock. Merci Monsieur le Président, il est 13h25 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure pour vous de retrouver les quadritèmes de Charles Dantzig avec un deuxième volet. Le romantisme en littérature a-t-il un... Les romantiques ont mauvaise réputation. Le romantisme, ça fait fille. On pleurniche en haut d'une falaise parce qu'on s'est cassé un ongle et on menace de se suicider tout en vérifiant dans un miroir l'ondulation de ses cheveux. Quelle erreur! Les romantiques, je parle des Français, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Théophile Gautier, étaient extrêmement intelligents, fougueux, rieurs et audacieux. Tenez, Théophile Gautier. Il a écrit Mademoiselle de Maupin, un roman dont l'héroïne est une jeune femme qui se travestit en homme pour tenter de découvrir les secrets du genre masculin avant de se marier. Quelle bonne idée d'enquêteur! On devrait devenir homme, femme, chien, chat pour savoir ce qui se dit vraiment dans chaque catégorie. Et probablement, comme ce serait déprimant. Une partie de la population qui a très longtemps vécu et vit encore en partie dans ce cas sont les gays et les lesbiennes dans le placard. Et ils en entendent des saletés de la part des hétéros. Ainsi, Madeleine de Maupin assiste-t-elle à des conversations où elle entend des grossièretés ignobles exprimées par des hommes au sujet des femmes. Je rappelle que c'est un roman écrit par un homme. Il n'y a pas besoin d'être femme pour être humain envers les femmes. On ne peut pas dire que Mademoiselle de Maupin soit un roman féministe, ni le mot ni le concept n'existaient. C'est simplement un roman intelligent. Plein de quiproquos aussi que le travestissement provoque, comme celui d'une fille amoureuse de Madeleine déguisée en homme, qu'elle croit donc un homme, et ainsi de suite. À la fin, en ayant côtoyé beaucoup des hommes, Madeleine couche avec l'un d'eux, qui s'imagine qu'elle va l'épouser, mais elle le plante là, et fin de l'histoire. Adolescent, quand je lisais des histoires avec des travestis, je me demandais comment les autres personnages pouvaient y croire. Comment ils ne reconnaissaient pas aussitôt la femme sous l'homme ou le contraire. Et je vivais dans une société archi-genrée. Les hommes avaient l'air d'hommes et les femmes de femmes, suivant certains stéréotypes. L'invisibilité du travestissement est plus plausible aujourd'hui, où l'on rencontre des garçons, hétérosexuels par ailleurs, portant du vernis à ongles. Si l'on y croyait du temps de Gautier, c'est que c'était croyable. Mademoiselle de Maupin date de 1835. Et Gautier, qui, comme tout romantique était de droite, entretenait une nostalgie certaine pour l'Ancien Régime, dans la fiction duquel le travestissement était courant, mais dans la vie aussi, toute proportion gardée bien sûr. L'aristocratie était pourrie de défauts, mais elle se moquait des conventions sexuelles et de genre. De temps à autre, pour complaire à la terreur religieuse, on brûlait un homosexuel, mais pas dans la noblesse, où l'on pouvait coucher avec qui on voulait ou vivre en femme, comme le célèbre chevalier d'Éon. Et donc, Gautier a transporté après la Révolution la nostalgie de cette liberté de genre que la bourgeoisie était en train d'écraser. Il a fallu 2 siècles et demi
pour que, sans révolution politique, la société se détourne comme un fleuve de ses habitudes morales. Merci beaucoup Charles Dantigue. On vous retrouve demain pour le 3e volet et d'ici là sur radiofrance.fr. Sébastien, au programme de notre book club demain. Demain, musique avec une BD hommage à Jimi Hendrix et un beau livre agrémenté de photos pour revoir le génial Alain Bachung en studio. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, quelles sont pour vous les bibliographies musicales incontournables? Vos réponses via le hashtag Book Club Culture, Olivia. Biographie musicale, tiens, on va réfléchir, on va se poser la question. Merci beaucoup Sébastien.